Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés dans ce décor là, donc je me suis dit que pour cette vidéo ça pourrait être pas mal de revenir ici. Et aujourd'hui je reviens sur un sujet dont je vous ai parlé au tout début de l'été, à savoir Space Mountain, de la Terre à la Lune. Au moment de ce numéro des attractions disparues, je vous ai proposé de vous en dire plus sur Discovery Mountain. Donc ça y est, on y est. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Discovery Mountain, l'attraction qui n'a jamais abouti à Disneyland Paris. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, un grand merci à vous tous qui avez regardé du coup l'épisode sur les attractions disparues dédié à Space Mountain. C'était un épisode sur lequel je m'étais mis beaucoup de pression parce que je sais qu'il y a un vrai culte de cette attraction de la part des fans de Disney et de Disneyland Paris. Donc a priori ça a été plutôt pas mal reçu, donc j'en suis super contente parce que c'était un gros boulot, donc merci à vous. Et donc Space Mountain, de la Terre à la Lune, je l'ai dit dans la vidéo des attractions disparues, c'est une attraction qui a fêté ses 25 ans cette année parce qu'elle a été inaugurée en 1995. Donc 25 ans, ça y est, depuis que Space Mountain a ouvert ses portes à Disneyland Paris, et on en est donc à sa 3e version. Mais avant le projet Space Mountain de la Terre à la Lune qui a été inauguré en 1995, il y a eu le projet Discovery Mountain. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? Donc je vous ai donné les grandes lignes dans la vidéo des attractions disparues, à savoir un dôme géant qui aurait dû contenir des attractions, un restaurant, un lagon et des passerelles qui le reliaient donc à Vidéopolis. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu plus précisément du coup sur tout ça, et je vais essayer cette fois encore de ne rien oublier. Donc Discovery Mountain, c'était un projet original imaginé par Tim Delaney en charge de la création de Discoveryland. Alors c'était forcément un petit peu inspiré du concept de Space Mountain qui avait déjà été fait en Californie et en Floride pour Disneyland et Walt Disney World, mais il voulait quelque chose de différent pour la France, et surtout il voulait quelque chose qui s'inscrive dans Discoveryland, qui, rappelons-le, est un land à la base parce qu'aujourd'hui, voilà, à la base dédié aux visionnaires et plus particulièrement à Jules Verne, au moins en 1992. Discovery Mountain aurait dû contenir, je vous l'ai dit, 3 attractions. La première attraction qui était prévue pour Discovery Mountain, c'était bien sûr une attraction roller coaster, voilà, c'est ce qui est resté aujourd'hui, mais cette attraction, au lieu de vous emmener simplement jusque la Lune et en revenir, elle aurait dû en fait avoir lieu directement sur la Lune et zigzaguer entre les cratères de celle-ci. Deuxième attraction qui était prévue, une attraction de type chute libre, un peu comme la Tour de la Terreur. C'était un concept inédit à ce moment-là, ça n'existait pas encore, et donc c'était un concept de chute qui aurait été inspiré du livre, du roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, alors que le premier aurait été inspiré du coup de Autour de la Lune. Troisième attraction qui était également envisagée, Horizons. Alors Horizons, c'était une attraction qui était déjà existante, qui existait à Epcot, à Walt Disney World, qui a depuis été démolie, qui n'existe plus du tout, et c'est d'ailleurs super dommage qu'on l'ait pas eu à Paris parce que ben pour le coup ça aurait été le dernier exemplaire, on va dire, de cette attraction là, et c'était une attraction que moi j'aime beaucoup, que j'aurais adoré connaître en Floride parce que c'est un type d'attraction qu'on n'a pas vraiment chez nous en fait. Ce qui ressemble le plus à ça, je dirais, c'est Phantom Manor, parce qu'en fait vous embarquez dans un véhicule et vous passez du coup dans des paysages, on vous raconte une histoire, et pour le coup c'est pas vraiment comme Phantom Manor parce que dans Phantom Manor on est vraiment spectateur. Là-bas en Floride ils ont ce système d'attraction, c'est le cas surtout à Epcot avec du coup Horizons auparavant, aussi Journey into Imagination with Figment. Il y a également Spaceship Earth, donc celui qui est contenu dans l'énorme sphère qui fait l'entrée de Epcot, voilà. Et là en fait c'est l'histoire de la communication de l'homme. Et en gros on vous raconte vraiment une histoire pendant que vous êtes dans le véhicule en train de passer dans des paysages avec des audio animatronics, des installations, voilà. C'est vraiment le truc que vraiment que j'aime beaucoup là-bas et qu'on n'a pas du tout chez nous. Et en fait cette attraction Horizons, c'était ce principe là, on vous racontait une histoire et on vous racontait l'histoire du futur tel qu'on l'imaginait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il avait complètement sa place dans Discovery Mountain, parce que Horizons, faut savoir que ça commence par une scène avec Jules Verne, enfin ça commençait du coup parce que voilà. Donc ça a commencé par une scène avec Jules Verne où on vous explique en fait que le futur, tout le monde a voulu aller le voir mais que personne n'a vraiment pu, mais que tout le monde se l'est imaginé, et donc Horizon c'était un voyage vers le futur qui vous était proposé à Epcot. Le pitch c'était ça. Donc on aurait dû avoir une copie conforme a priori, ou en tout cas une adaptation, parce que bon, vu la taille du truc je suis pas sûre que ça aurait vraiment tenu dans Discoveryland, mais on aurait dû avoir une copie de cette attraction à Disneyland Paris. C'était quand même un dôme vraiment costaud parce qu'il aurait dû faire 100 mètres de diamètre. 100 mètres de diamètre
c'est pas rien. Aujourd'hui, Space Mountain, qui est déjà quand même très imposant, fait seulement 62 mètres de diamètre. Donc 100, c'est quasiment le double. Donc imaginez 2 fois la taille de Space Mountain. Évidemment, on avait la place de mettre tout ça là-dedans. Autre chose qui aurait dû être installée dans Discovery Mountain, le lagon qui contenait du coup le Nautilus. Sachant que le Nautilus aurait été a priori une entrée vers un restaurant de poissons et de fruits de mer, on devine, qui avait été prévu pour être conçu comme le salon du capitaine Nemo, donc quelque chose de très luxueux, de très steampunk aussi, parce qu'on est toujours dans ce style très vernien. On est en plein dans les œuvres de Jules Verne, qui pour rappel est l'un des pères de la science-fiction du 19e siècle. Donc voilà, on aurait été toujours dans cet univers-là, très cuivré, très organique, très métallique, voilà. Et ce restaurant d'ailleurs, près du Nautilus, inspiré de 20 000 lieues sous les mers, ça aurait dû être un restaurant qui moi me fait beaucoup penser à ce qui a été fait à Epcot avec Coral Reef, à savoir un restaurant où vous êtes entouré d'aquariums et dans lequel en fait vous avez vraiment vue sur la vie sous-marine, vous êtes entouré voilà, de poissons, de tortues, d'animaux sous-marins, voilà. Et c'était vraiment l'idée originale de ce restaurant qui aurait dû être a priori le salon du capitaine Nemo, capitaine du Nautilus. Donc je sais pas ce que vous pensez vous de cette idée, si c'est quelque chose que vous auriez aimé voir ou qui pour le coup vous déplaît complètement, parce que c'est quand même assez particulier d'être entouré d'aquariums comme ça quand on mange, c'est pas des vraies fenêtres, on n'a pas de vue sur l'extérieur, donc ça... Voilà, je sais pas ce que vous en dites, dites-le moi en commentaire, c'est intéressant aussi d'avoir vos retours là-dessus. Et en plus de ça, on avait aussi tout le lagon avec le Nautilus à l'intérieur, toute la vue bien sûr sur les attractions que je vous ai citées précédemment, et également une galerie d'observation en hauteur pour voir un petit peu justement tout ça, parce que ça avait l'air d'être complètement ouf, complètement magnifique. Voilà. Oui, les superlatifs, toujours plus. Je sais. Donc ça avait l'air vraiment ouf, vraiment beau. J'aurais tellement voulu voir ce que ça aurait pu donner parce que... Voilà, moi c'est un univers Discoveryland dans sa version d'origine. Voilà. Je le trouve tellement beau, c'est le rétro-futur... ça fait partie des trucs que je préfère moi à Disneyland Paris et que j'aime beaucoup retrouver d'ailleurs aussi quand je fais les autres parcs à l'étranger. Et d'ailleurs pour revenir sur Horizons, pour ceux qui ont été en Floride et en Californie, il faut savoir que c'est une attraction qui est considérée un peu comme la suite de l'attraction Carousel of Progress, conçue par Walt Disney, qui pour rappel fait un retour dans le temps de l'évolution des technologies dans le monde et surtout dans la sphère familiale pour le coup. Donc Horizon c'est un peu la suite de ça. Donc on aurait dû avoir ça aussi dans Discovery Mountain, mais il me semble avoir vu aussi qu'il y avait un projet de gare, donc la gare en fait de Discoveryland aurait dû se trouver à l'intérieur de Discovery Mountain. C'est pour ça qu'il n'y avait pas en fait Discoveryland Station quand le land a ouvert en 1992. Parce que a priori ça aurait dû se trouver dans Discovery Mountain. Et du coup, on en arrive forcément à la question de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui reste de tout ça. Alors, faut savoir que Discovery Mountain, même si le projet a été plusieurs fois révisé et largement amputé au point d'en devenir, comme je l'ai dit dans la vidéo des attractions disparues, une version low cost de ce qui était prévu à la base, Discovery Mountain avait quand même gardé son nom quasiment jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore vous allez pouvoir trouver les initiales DM à plusieurs endroits autour de Space Mountain, notamment sur le pont qui mène à l'entrée de l'attraction, mais aussi il me semble encore sur les panneaux d'information justement à l'entrée de l'attraction. Voilà. Avant on pouvait aussi les voir du côté de l'entrée qui est en face de Star Tours, mais c'est plus le cas aujourd'hui il me semble. Comme je l'ai dit dans la vidéo des attractions disparues, la suite on la connaît, coupe budgétaire, restrictions, changement, annulation, suppression, remodelage, et on termine donc avec Space Mountain de la Terre à la Lune en 1995 et les Mystères du Nautilus en 1994 dans une version bien en dessous de ce qui avait été imaginé à la base par Tim Delaney. Cependant, tout n'a pas été perdu, il y a beaucoup de choses qui ont été conservées, donc sur toutes les attractions prévues à la base, bien sûr, ils ont conservé le roller coaster, qui est devenu Space Mountain de la Terre à la Lune et qui est devenu surtout un voyage dans l'espace, et ce qui aurait dû être une course à travers les cratères de la Lune est finalement devenu un trajet à travers les météorites et les champs de météorites surtout dans le dôme de Space Mountain. Ce qui aurait dû du coup être un restaurant steampunk, de fruits de mer, voilà. Le Nautilus, au lieu d'être un accès à un restaurant, c'est devenu une simple balade, mais le lagon est toujours là, sauf qu'au lieu d'être placé à l'intérieur du dôme, il est placé à
l'extérieur du dôme. Ça aussi, ça a été conservé. En revanche, les passerelles ont bien sûr été annulées et du coup, on peut quand même voir le reste de ces accès qui avaient été prévus quand même dès le début, dès l'ouverture de Disneyland Paris, juste au-dessus de Vidéopolis. Voilà, vous avez ces deux hublots là, ces deux gros hublots là. Ce sont donc les anciennes passerelles qui étaient prévues pour être reliées au dôme de Discovery Mountain. Horizons à Disneyland Paris a du coup été annulé. De même pour l'attraction type Tour de la Terreur avec la chute libre, ça aussi, ça a été annulé. En revanche, la plateforme d'observation, rappelez-vous, elle a été conservée et appliquée à Space Mountain de la Terre à la Lune et c'était ce qu'on appelait la Stellar Way, la voie stellaire donc, et ça donnait la possibilité aux visiteurs d'accéder au dôme sans pour autant faire l'attraction s'ils n'avaient pas envie, parce que voilà, tout le monde n'aime pas les sensations fortes, et ils pouvaient donc profiter quand même du balai des wagons qui allaient et venaient dans le dôme pour le roller coaster. C'était vraiment cool, mais c'est malheureusement un accès qui a été supprimé lors de la mise en place des Fast-Pass dans les années 2000. La station du Disneyland Railroad a elle aussi du coup été supprimée du projet de Discovery Mountain et elle a été placée au-dessus du Star Tours actuel, voilà, dans un style complètement différent. C'est aussi pour ça qu'elle est un petit peu... on a l'impression, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours l'impression que cette station elle est posée là, un peu à la va-vite, et du coup quand on sait ça, on comprend un peu mieux pourquoi. Et le dôme au final a été complètement revu, révisé et surtout rétréci, voilà. Au lieu de faire 100 mètres de diamètre, on est passé sur un dôme qui fait aujourd'hui 62 mètres de diamètre et qui ne contient du coup plus qu'une seule attraction, Space Mountain. Dernière chose, le nom donc de Discovery Mountain. Sachez qu'on a vraiment failli avoir une montagne qui s'appelait jusqu'à la fin Discovery Mountain, mais c'est un nom qui a finalement été supprimé parce que Michael Eisner, rappelons-le, PDG à ce moment-là de la Walt Disney Company, a estimé que Space Mountain étant déjà présent dans les parcs américains, les visiteurs internationaux seraient plus avertis et du coup plus à même d'aller à Disneyland Paris parce qu'ils connaissaient le concept de Space Mountain, alors que Discovery Mountain, il a estimé que au niveau du marketing c'était pas aussi parlant que Space Mountain qui avait déjà fait ses preuves. Le projet Discovery Mountain est revenu à son nom Space Mountain et il a été transformé vraiment très peu de temps à l'échelle d'une création d'attraction avant justement l'inauguration de la montagne, comme le prouve du coup cette note qui a circulé au printemps sur Twitter. Et sur ce document, on peut voir que Michael Eisner exige que Discovery Mountain soit renommé Space Mountain et ce moins d'un an avant l'inauguration de l'attraction, alors que tout avait été dessiné avec les initiales DM, avec le nom Discovery Mountain, l'enseigne était déjà là, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de traces de Discovery Mountain pendant très longtemps, même après l'inauguration de Space Mountain, et qu'aujourd'hui encore vous pouvez en retrouver. Dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, je l'ai dit dans la vidéo des attractions disparues de Space Mountain de la Terre à la Lune, il y a beaucoup de choses du projet initial de Discovery Mountain qui ont été récupérées à Tokyo Disney Sea pour le Land Mysterious Island, notamment le principe de restaurant un peu steampunk. Là, le restaurant pardon, c'est Vulcania. Et bien sûr le lagon avec le Nautilus, voilà, tout cet univers là a été adapté, réutilisé à cet endroit là, donc moi j'ai eu la chance de le découvrir 2 fois déjà et c'est vraiment très canon, ça donne un petit aperçu de ce qu'on aurait pu avoir nous aussi en France. Encore une fois, c'est pas exactement ce qui était prévu, ça a été adapté, mais voilà, si vous voulez avoir un petit aperçu, je vous ai mis quelques images ici, ça vous montrera un petit peu ce que ça aurait pu donner chez nous. Et voilà, c'est tout du coup pour l'histoire de Discovery Mountain, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus sur ce projet avorté de Disneyland Paris. C'est clairement celui qui est le plus connu à Disney en France, mais bien sûr il y en a d'autres, mais vraiment celui-là, voilà, j'avais envie de revenir dessus parce que Space Mountain et sa première version, ce sont des choses que moi j'aime beaucoup. J'adore la musique de Space Mountain de la Terre à la Lune, j'adore tout l'univers graphique, esthétique, steampunk qu'il y a autour de cette attraction, donc j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo et j'espère du coup qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses aussi aujourd'hui avec moi. Évidemment, n'hésitez pas à me donner vos impressions et vos déceptions peut-être aussi sur ce projet avorté de Disneyland Paris. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous auriez aimé avoir ou si finalement avec le recul ça vous dit pas tant que ça. Moi personnellement c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir quand même. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, c'est super important et ça me fait toujours très plaisir. En attendant, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.